Ma petite fille adorée a ri de moi, comme si je n'étais pas une personne, mais une ombre qui s'était accidentellement attardée dans la pièce. Elle a levé les yeux au ciel, m'a traité de déconnectée, a ricané en disant que je ne comprendrais rien de toute façon. Après tout, je n'avais même pas Instagram. Les autres ont gloussé, et leur rire a résonné en moi comme une fêlure sur une porcelaine délicate. D'une seule phrase, elle m'a effacé de sa réalité. Et moi, j'ai souri, discrètement, le sourire pincé, comme si c'était tout ce qu'une vieille femme avait le droit de faire, se taire, faire des tartes et disparaître sans un bruit. Mais cette nuit-là, je ne me suis pas endormie. Le lendemain matin, elle ne riait plus, elle ne parlait plus, elle ne pouvait même plus me regarder dans les yeux. Et moi, je suis simplement restée assise sur le porche, avec mon thé, pour la première fois depuis très longtemps. Non pas silencieuse, mais entendue. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. C'était un dimanche soir de fin octobre, le genre de soirée où l'air de Maple Glen, en Pennsylvanie, flottait entre le souvenir et la fumée. Les feuilles avaient tôt commencé à tomber en tas inégaux sur la terrasse arrière, et le soleil disparaissait plus vite qu'avant. Le ciel était déjà sombre à 6 heures, et la maison sentait le poulet rôti et les biscuits au romarin. J'avais cuisiné, bien sûr. Je le faisais toujours le dimanche. C'était le seul moment de la semaine où toute la famille s'asseyait encore ensemble. Ou du moins, faisait semblant. Mon fils Marc était venu me chercher ce matin-là, à mon appartement de Chestnut Lane. Il vivait de l'autre côté de la ville, près de la partie plus récente de Maple Glen, où toutes les maisons semblaient être des copier-coller d'un dépliant immobilier. Revêtements blancs impeccables, volets noirs, pelouse aménagée par des professionnels. Marc avait bien réussi. Analyste de système senior, ou quelque chose comme ça. Il ne parlait plus beaucoup de son travail. Disait juste que c'était ennuyeux mais stable. Sa femme, Dina, était agent immobilier, toujours tiré à 4 épingles, parlant toujours comme si chaque phrase pouvait devenir le slogan d'un panneau publicitaire. Leur fille, ma petite fille, s'appelait Riley. Elle venait d'avoir 16 ans. Une belle fille, grande comme son père, avec les pommettes de ma mère et des cheveux qu'elle teignait trop souvent. Son sourire pouvait illuminer une pièce, mais ses yeux avaient ce voile adolescent. Moitié dédain, moitié désintérêt. Tout était soit en dessous d'elle, soit sans importance. Je me souvenais de cet âge. Je me souvenais de la façon dont tout semblait se dérouler trop lentement. Le dîner était prêt à 5h30. J'ai mis la table pendant qu'ils étaient assis dans le salon avec leur téléphone. J'entendais le bourdonnement des notifications, le rire forcé occasionnel, le glissement des doigts sur le verre. Le seul son qui appartenait à la maison était la sonnerie du minuteur du four. Quand je les ai appelés, ils sont venus lentement, comme si la marche jusqu'à la salle à manger était un fardeau. Riley n'a pas levé les yeux de son téléphone en s'asseyant. Elle a juste déplacé ses pouces sur l'écran et a marmonné quelque chose sur sa story qui était encore en train de se charger. J'avais placé le poulet dans un plat en verre au centre de la table, entouré de carottes rôties et de petits pains au beurre. La sauce fumait dans son petit bol en céramique. Tout avait l'air comme d'habitude. Mais l'énergie était différente, tendue comme un vieil élastique. Ils se sont passés les assiettes et ont murmuré des remerciements. J'ai essayé de faire la conversation. J'ai demandé à Riley comment ça se passait à l'école, si elle pensait déjà aux universités. Elle a ricané et a dit
Personne ne va plus à l'université. Tout le monde construit sa marque en ligne. Marc a gloussé. Dina lui a lancé ce regard que les mères lancent quand elles veulent corriger, mais sont trop fatiguées pour s'en donner la peine. J'ai demandé quel genre de marque elle voulait dire. Elle a levé les yeux au ciel et m'a finalement regardé, le téléphone toujours à la main. Comme Instagram. Tu ne comprendrais pas, mamie. Tu n'as même pas de réseaux sociaux, n'est-ce pas? J'ai dit non. Je n'en avais pas. Jamais eu besoin. Et puis elle l'a dit. C'est pour ça que tu es invisible. Tu n'existes pas si tu n'es pas en ligne. Les mots ont frappé plus fort qu'elle ne le pensait, je crois. Elle l'a dit avec la cruauté désinvolte que seuls les adolescents savent manier, où l'humour et le venin se confondent jusqu'à ce que même eux ne sachent plus lequel ils voulaient dire. Dina a ri, pas méchamment, mais assez pour laisser passer. Marc n'a rien dit. Il a pris une autre bouchée de poulet et a attrapé le sel. J'ai souri, ou du moins j'ai essayé. J'avais maîtrisé l'art de sourire sans que cela n'atteigne mes yeux. Une compétence que j'ai apprise dans les salles d'audience bien avant la naissance de Riley. Je lui ai dit que j'aimais être invisible. Ça me donnait plus de temps pour écouter. Elle ne m'a pas entendue. Elle était déjà de retour sur son téléphone, l'écran illuminant son visage de cette lueur bleue qui la faisait ressembler plus à un fantôme qu'à une jeune fille. Le reste du repas s'est déroulé en silence. Les assiettes raclaient, les verres d'eau tintaient. J'ai mangé lentement. Je les ai observés. Ils étaient tous ensemble, et pourtant, personne n'était présent. Riley a quitté la table la première, a prétendu qu'elle avait du montage à faire. J'ai entendu ses pas monter les escaliers. J'ai entendu sa porte se fermer. Marc et Dina sont restés quelques minutes, mais même eux n'avaient plus rien à dire. Quand ils ont finalement quitté la table, ils m'ont remercié comme s'ils cochaient une case, comme si mon effort était attendu, pas apprécié. J'ai débarrassé la table seule. J'ai empilé les assiettes, proprement près de l'évier. J'ai lavé chacune avec soin. La mousse collait à mes doigts, et j'ai laissé l'eau couler plus chaude que d'habitude. J'avais besoin de sentir quelque chose de plus vif que l'embarras. Mon reflet dans la fenêtre de la cuisine paraissait plus vieux que d'habitude, les rides plus profondes, les yeux plus petits. Je me suis demandé s'il me voyait encore vraiment, ou si Riley avait eu raison. Peut-être avais-je disparu au moment où j'avais cessé de suivre le rythme. Peut-être qu'être présent au dîner ne suffisait pas. Pas pour ce monde. Cette nuit-là, quand Marc m'a ramené chez moi, nous avons à peine parlé. Il avait mis un podcast dans la voiture, quelque chose sur la productivité ou la finance. Il m'a déposé au bord du trottoir, m'a fait une accolade qui ressemblait plus à une tape, a dit qu'il appellerait la semaine prochaine. Il n'a pas remarqué que j'ai prolongé l'accolade 1 seconde de plus que d'habitude. Dans mon appartement, j'ai allumé une lampe et je me suis assise au bord de mon lit. La maison était silencieuse, immobile. Pas de bourdonnement, pas d'écran, pas de mise à jour. Juste moi et le doux ronronnement du réfrigérateur. J'ai regardé mon téléphone, le même que j'avais depuis des années. Basique, fiable, à peine utilisé. J'ai ouvert l'App Store. J'ai cherché un mot. Instagram. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai téléchargé quelque chose de nouveau. La nuit après ce dîner, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée au lit pendant des heures, à regarder le ventilateur de plafond tourner en cercle paresseux. L'air de mon appartement semblait plus lourd que d'habitude, comme s'il s'était imprégné du silence qui m'avait suivi à la maison. Dehors, les rues de Burlington
dans le Vermont, était hors calme. Pas de voiture qui passe. Pas de rire de voisins. Juste le bruissement occasionnel des branches dans le vent et le doux tic-tac de l'horloge murale au-dessus de ma commode. J'entendais sans cesse sa voix dans ma tête. Riley, ma petite fille, 16 ans, pleine de fougue et d'arrogance. Elle avait toujours eu la langue bien pendue, mais quelque chose dans son ton ce soir-là m'avait touché plus profondément que d'habitude. Ce n'était peut-être même pas ses mots. C'était peut-être la façon dont personne ne l'avait contredite. La façon dont ils avaient de laisser cela flotter dans l'air, comme une vérité. Invisible. C'est ce qu'elle avait dit. Comme si je n'existais pas, parce que je n'avais pas d'empreinte numérique. Comme si tout ce que j'avais fait dans ma vie, chaque procès que j'avais plaidé, chaque article que j'avais publié, chaque certificat sur mon mur, avait été effacé au moment où j'avais cessé de courir après les tendances. Je me suis levée vers minuit. Mes genoux ont craqué comme d'habitude, et mes pantoufles ont fait de doux bruits sur le parquet alors que je marchais vers la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis assise à la table et j'ai fixé mon téléphone. C'était un ancien modèle, rien d'extraordinaire. Pas de reconnaissance faciale, ni de widgets sophistiqués. Juste des appels, des SMS, la météo et la photo occasionnelle d'un oiseau sur le rebord de ma fenêtre. Ce n'est pas que je ne savais pas utiliser la technologie moderne. J'avais simplement choisi de ne pas le faire. Pendant des années, je m'étais dit que c'était inutile, que je n'avais pas besoin de faire partie de ce monde, que j'avais mérité le droit de vivre tranquillement. Mais Riley m'a fait remettre en question quelque chose que je n'avais pas remis en question depuis longtemps. M'étais-je rendue insignifiante? J'ai tapoté l'écran. La lumière semblait crue dans la cuisine sombre. J'ai ouvert l'App Store. J'ai tapé lentement, chaque lettre délibérée. J'ai tapé Instagram, et j'ai laissé le mot là un moment, avant d'appuyer sur Télécharger. Un anneau bleu a tourné pendant le chargement, et je suis restée assise, ma main sur la table, mon cœur étrangement agité. Quand l'installation fut terminée, j'ai hésité. Puis j'ai ouvert. L'application demandait un nom, une photo, une biographie. J'ai tout sauté. Je ne voulais pas être connue. Pas encore. Je voulais juste voir. J'ai créé un compte vide avec un nom d'utilisateur jetable, et je n'ai suivi personne. Pas au début. L'interface m'a un peu déroutée. Stories, Reels, Feeds, c'était comme entrer dans un centre commercial où tout le monde criait en même temps. J'ai cherché le nom de Riley. Elle était là. Son profil était public. Bien sûr qu'il l'était. Elle voulait être vue, être suivie. Sa biographie était remplie d'emojis, de paroles de chansons et d'un lien vers quelque chose appelé un Finsta. Je ne savais pas ce que cela signifiait à l'époque, mais je l'ai mis en favori pour le rechercher plus tard. J'ai parcouru ses photos. Il y en avait tellement. Des selfies posés avec un éclairage parfait. Des photos de plage avec des amis. Des photos dans le miroir avec une peau filtrée et des légendes mises en évidence. Elle avait l'air plus âgée qu'elle ne l'était. Non pas à cause des rides, mais dans la posture, dans le regard, dans la confiance, comme si elle jouait une version d'elle-même, dans laquelle elle n'avait pas encore grandi. Les commentaires étaient pires que les photos. Des garçons l'appelaient une bombe. Des filles lui disaient qu'elle avait l'air irréelle. Des emojis qui rient, des emojis cœur, une mer de validation superficielle. J'ai continué à faire défiler. Plus j'allais loin, moins je la reconnaissais. Ce n'était pas la fille qui se blottissait sur mes genoux avec des livres d'images ou qui me posait des questions sur les constellations. Ce n'est pas qu'elle publiait des choses dangereuses, exactement.
mais elles étaient imprudentes. Trop de peau, trop d'insinuations. Des phrases qui laissaient entendre des choses qu'elle ne comprenait pas encore. Je pouvais voir comment elle se construisait un personnage, quelqu'un de plus bruyant, de plus risqué, de plus audacieux qu'elle ne l'était dans la vraie vie. Et puis j'ai trouvé le Finsta. J'ai dû le chercher manuellement. Ce n'était pas sous son nom. Mais ça n'a pas pris longtemps. Le nom d'utilisateur était une variante d'une blague interne que je l'avais entendu dire une fois. La photo de profil était floue, le nom non identifié. Mais je savais que c'était elle. Ce compte était privé. J'ai demandé à suivre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte. Mais 5 minutes plus tard, elle l'a fait. Elle a probablement pensé que j'étais un bot ou quelqu'un de l'école. Elle n'a même pas posé de questions. Et ce que j'ai trouvé dans cet espace privé m'a serré la poitrine. Des photos de fête auxquelles je ne savais pas qu'elle assistait. Des boissons dans des gobelets rouges. Des garçons 2 fois plus âgés qu'elle. Des publications se moquant de camarades de classe, se moquant de professeurs. Des commentaires qui frôlaient le harcèlement, sinon qui y tombaient complètement. Sa langue était plus méchante ici. Son sourire plus forcé. Les légendes n'étaient pas intelligentes. Elles étaient tristes, peu sûres d'elles, en quête d'attention. J'ai vu de la douleur sous la surface, et du désespoir. Je suis restée assise là, pendant près d'1 heure, à faire défiler, à lire, à enregistrer des choses dont je n'étais pas sûre de savoir pourquoi j'en avais besoin. Peut-être pour la protéger, peut-être pour protéger les autres, peut-être juste parce que je ne voulais pas oublier ce que j'avais vu. Quand je suis allée me coucher, le soleil commençait à se lever, les oiseaux commençaient à peine à chanter, et les bords du ciel étaient devenus gris-bleu. J'ai posé le téléphone face contre terre, sur la table de nuit, et j'ai fermé les yeux. Je n'étais pas invisible, plus maintenant. J'étais entrée dans leur monde, et je n'avais aucune intention de le quitter. J'ai passé la semaine suivante à rassembler des informations. Je ne me suis pas pressée. J'ai agi lentement, méthodiquement, comme une femme triant de vieilles boîtes dans le grenier. Chaque nuit, après que le soleil se soit glissé derrière les arbres de Portland, dans le Maine, et que le froid se soit installé par les fenêtres, je me préparais une tasse de camomille. J'enveloppais une couverture autour de mes épaules et j'ouvrais à nouveau l'application. On était en 2024, mais la lueur de cet écran ressemblait à un portail vers quelque chose d'intemporel et de dangereux. Un endroit où la mémoire pouvait être modifiée, la réalité tordue et la vérité enfouie sous des filtres et des audios à la mode. Riley, ma petite fille, n'avait aucune idée que je la regardais, que dans son empressement à être vue par le monde, elle s'était rendue transparente à mes yeux. Elle publiait tous les jours, parfois 2 fois, parfois plus. J'ai commencé à documenter chaque publication comme une archiviste. Les captures d'écran étaient stockées dans des dossiers soigneusement étiquetés sur mon ordinateur portable. Je les ai intitulés simplement « Publications »,« Stories »,« Commentaires »,« Messages ». Je ne me contentais pas d'enregistrer des images. J'enregistrais des conversations, des noms d'utilisateurs, des horodatages. J'enregistrais des preuves. Ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas le contenu lui-même, bien que certains me serraient l'estomac. C'était la constance, la façon dont elle s'était construit, un alter ego à travers un chaos organisé. Elle s'était créée une seconde vie où rien ne comptait sauf l'attention, les likes, les réactions et les réponses. Son vrai moi, la fille qui me demandait autrefois de l'aider à faire des pancakes et qui pleurait quand elle s'écorchait le genou, était introuvable.
Sur son vrai compte, Riley était impeccable. Tout soleil et étincelle, filtre pastel, sourire recadré, pose qui la faisait paraître plus âgée qu'elle ne l'était. Je la voyais dans des sweats à capuche de marque, des jeans serrés, des lèvres brillantes. Elle parlait dans des légendes écrites, comme des mantras. Que des bonnes ondes, je vis ma vérité, pas de mauvais jours. Je voyais clair dans son jeu. Tout. Mais sur le compte privé, le Finsta, c'était un autre monde. Là, elle jurait. Elle buvait. Elle se moquait de camarades de classe par leur nom. Elle partageait des vidéos floues de sous-sol, faiblement éclairées, avec une musique si forte qu'elle déformait les haut-parleurs. Il y avait des garçons. Trop de garçons. Un en particulier apparaissait sans cesse en arrière-plan. Son bras passait sur son épaule, les yeux rouges et un sourire narquois. Il n'avait pas l'air d'être au lycée, et elle n'avait pas l'air de vouloir y être. Je l'ai vu prendre des risques qui me terrifiaient. Je l'ai vu commenter sous la publication de quelqu'un, avec des émojis cruels et une insulte à peine voilée. Je l'ai vu publier des captures d'écran, de discussions de groupe, des messages privés, en se moquant de personnes qu'elle appelait des amies. Ce n'était pas seulement de l'immaturité, c'était calculé. Une performance, oui, mais cruelle. J'essayais de ne pas juger, mais je ne pouvais pas me mentir. Ça faisait mal, ça me faisait peur. Je voyais une fille qui glissait, centimètre par centimètre, dans une version numérique d'elle-même, qui n'avait ni limite, ni filtre, ni souci des conséquences. Et je ne pouvais pas me défaire de la question. Où étaient ses parents dans tout ça? Marc et Dina n'étaient pas inconscients. Ils étaient distraits. Dina courait toujours partout, jonglant entre les visites de maison et les projets de mise en scène. Marc restait tard au bureau, prétendait que c'était la période de pointe, bien que je soupçonne qu'il voulait juste le calme. Riley avait maîtrisé l'art de l'invisibilité, non pas en disparaissant, mais en submergeant. En étant si bruyante et si présente en ligne que personne ne prenait la peine de regarder sous le bruit. Un soir, j'ai trouvé une vidéo dans ses stories qui m'a glacée. Elle était courte, peut-être 15 secondes, filmée verticalement. Elle était dans une voiture. On entendait des rires en arrière-plan. Son visage remplissait l'écran. Elle portait un rouge à lèvres bien trop foncé pour sa peau, et ses pupilles étaient trop dilatées. Dans le coin de la vidéo, une bouteille a brièvement clignoté. Puis ça a coupé. Juste comme ça. Un moment fugace. Mais j'en ai vu assez. J'ai enregistré le clip. J'ai nommé le fichier « Conduite ». Il a rejoint des dizaines d'autres dans le dossier qui s'étaient alourdis à chaque nuit qui passait. Ce n'était pas seulement ce qu'elle faisait, c'était ce qu'elle documentait. Elle ne réfléchissait pas à 2 fois. Elle publiait imprudemment, oubliant que tout sur Internet est permanent, que des yeux pouvaient regarder, que rien ne disparaît. Et c'est peut-être ce qui me hantait le plus, qu'elle ne comprenait pas la valeur de la vie privée, qu'elle ne savait pas ce que signifiait garder des parties de soi sacrées, protéger ce qui est réel, laisser quelque chose non dit. Dans mon monde, les choses qui comptaient vivaient hors des archives. Dans le sien, rien ne comptait, à moins d'être documenté. J'ai commencé à tenir un journal manuscrit. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Un bloc-notes avec des points nets, date, publication, légende, action. J'écrivais à l'encre noire, mon écriture lente et régulière. Cela me donnait un sentiment de contrôle dans un espace conçu pour vous le retirer. Je ne faisais pas ça pour la punir. Du moins, c'est ce que je me disais. Je n'essayais pas de détruire quoi que ce soit. Je ne pouvais tout simplement pas détourner le regard.
Je ne pouvais pas ignorer ce que je voyais, parce que si je restais silencieuse, si je laissais tout cela me glisser dessus, alors je serais tout aussi complice que les étrangers qui double-cliquaient sur son chaos et passaient à autre chose. Et peut-être, au fond, je préservais aussi quelque chose, la preuve de la fille que j'avais autrefois connue, ou peut-être la preuve de celle qu'elle devenait. Chaque nuit, j'étais assise dans cette cuisine, la lumière faible au-dessus de moi, et je la regardais construire une version d'elle-même qui ne pouvait pas durer. Et à chaque capture d'écran, je me demandais jusqu'où elle irait avant que quelque chose ne se brise finalement. Et si j'étais celle qui devrait le briser? À la 2e semaine de novembre, les arbres de Providence, Rhode Island, avaient perdu la plupart de leurs feuilles. Les trottoirs étaient jonchés de vestiges fragiles de couleurs, et le ciel était bas et gris, promettant une neige précoce. Je m'emmitouflais dans mon manteau, et je marchais jusqu'au marché chaque matin, juste pour respirer un air qui n'était pas filtré par des écrans LED et des appareils Bluetooth. Cela me donnait le temps de réfléchir, le temps de digérer ce que je devenais. Je n'étais pas sûre du moment où l'inquiétude s'était transformée en stratégie. Ce n'était pas un moment précis, c'était un lent goutte à goutte, une image à la fois, une story à la fois. Je n'avais pas prévu d'intervenir, vraiment pas. Mais après des nuits à regarder Riley publier des morceaux d'elle-même qu'elle ne pourrait pas récupérer, je savais que je ne pouvais pas rester sur la touche comme je l'avais fait depuis 1 an. Je devais faire quelque chose, mais je savais aussi que dire quelque chose, juste parler, ne fonctionnerait jamais. Elle n'écoutait pas les leçons de morale. Elle ne répondait pas aux avertissements. Au contraire, la confrontation ne faisait que la pousser à se donner encore plus en spectacle. Ce n'est pas qu'elle ne se souciait pas de la vérité. Elle ne croyait tout simplement pas qu'elle s'appliquait à elle. Alors j'ai commencé à planifier, lentement, soigneusement. La première étape était de sortir de la touche. J'ai supprimé le compte vide que j'utilisais pour regarder. Il avait rempli son rôle, et j'en avais assez de me cacher dans une ombre de chiffres et de silence. J'en ai créé un nouveau. Cette fois, c'était le mien. Vraie photo. Vrai nom. J'ai téléchargé une vieille photo de moi dans mon jardin, les mains dans la terre, les manches retroussées, souriant à quelque chose hors champ. La légende disait « Retour aux sources ». Je n'ai suivi personne. Je voulais qu'ils viennent à moi. J'ai commencé à publier quotidiennement. Pas de selfies, pas d'images posées, mais des choses qui reflétaient ce qui j'étais avant de me perdre dans leur arrière-plan. Une photo d'un livre de droit que j'utilisais pour enseigner. Une vidéo de moi préparant une pâte à tarte à partir de rien. Une photo des marches du palais de justice que je gravissais chaque matin pendant 12 ans. Les réactions ont été lentes au début, des likes polis de parents éloignés et de quelques collègues retraités. Mais finalement, Riley l'a vu. Je savais qu'elle l'avait vu. Ses habitudes ont changé. Elle a fait moins de publications cette semaine-là. Ses stories étaient donc plus courtes. Ses légendes sont devenues plus silencieuses. Elle n'a rien dit, mais je pouvais sentir son attention se déplacer. J'avais perturbé le récit qu'elle avait construit, simplement en existant en dehors de celui-ci. Puis est venue la 2e partie du plan, organiser le message. J'ai trié les captures d'écran que j'avais enregistrées, les clips, les commentaires. J'ai sélectionné ceux qui en disaient le plus avec le moins. Je ne cherchais pas à lui faire honte. Je cherchais à lui tendre un miroir. J'ai choisi 3 images. L'une, une capture d'écran où elle se moquait d'un camarade de classe qui portait des vêtements de friperie. Une autre, une légende de son Finsta,
où elle se vantait d'avoir triché à un examen, se moquant de la facilité avec laquelle on peut tromper les adultes. Et la troisième, une vidéo d'elle à une fête, clairement ivre, trébuchant, en faisant un doigt d'honneur à la caméra. J'ai écrit une légende. Je l'ai réécrite 20 fois. Elle devait en dire juste assez. Pas trop peu. Je ne voulais pas la détruire. Je voulais juste l'arrêter avant qu'elle ne se détruise elle-même. J'ai opté pour ceci. Parfois, on oublie qui regarde. Parfois, on oublie qu'on se regarde soi-même. J'ai programmé la publication. J'ai utilisé une application pour ça. Quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'ai réglée pour qu'elle soit publiée un vendredi soir, juste avant le dîner, quand la plupart des adolescents parcouraient leur téléphone, essayant de trouver des plans ou de la validation. C'était le moment parfait. La troisième partie du plan consistait à se préparer aux conséquences. Je savais qu'il y aurait une réaction violente, de la confusion, du déni, de la colère, peut-être même de la peur. Mais je n'avais pas peur, plus maintenant. J'avais passé trop de temps à laisser la peur me faire taire, peur de la perdre, peur de paraître démodée, peur d'être celle qui lui enlevait sa liberté. Mais la vérité, c'est qu'elle ne savait pas ce qu'était la liberté. Pas vraiment. J'ai rédigé une lettre à Marc et Dina. Je ne comptais pas l'envoyer à moins d'en avoir besoin. Mais je voulais qu'elle soit prête. J'y expliquais tout. Le compte, les captures d'écran, la publication. Pourquoi je l'avais fait? Comment j'en étais arrivée là? Je n'ai rien omis, aucune émotion, aucune excuse, juste des faits, écrits simplement, d'une adulte à deux autres qui avaient oublié à quel point leur fille était encore en train d'apprendre. La dernière partie du plan était la prière. Pas celle qu'on fait les mains jointes sur les bancs d'église, celle qu'on murmure dans le noir, quand on n'est pas sûr de faire ce qu'il faut, mais que chaque cellule de votre corps vous dit que le silence n'est plus de l'amour. Je ne priais pas pour qu'elle soit punie. Je priais pour qu'elle se réveille, pour qu'elle voie l'espace entre la personne qu'elle prétendait être et celle qu'elle avait encore le temps de devenir. La veille de la publication, j'ai fait des biscuits. Non pas parce que quelqu'un viendrait, mais parce que j'avais besoin que la maison sente quelque chose de bon. J'ai mis Billie Holiday sur vinyle et j'ai laissé la musique remplir les pièces. J'ai arrosé mes plantes d'intérieur. J'ai repassé des serviettes que je ne comptais pas utiliser. J'ai vécu ma journée comme n'importe quelle autre, parce que je voulais me souvenir de qui j'étais, au cas où tout changerait demain. C'était en début de soirée à Asheville, en Caroline du Nord. La lumière avait pris cette teinte dorée particulière, qui ne dure que 10 minutes, avant que le ciel ne se replie sur le crépuscule. La ville tournait au ralenti à cette période de l'année, mi-novembre, juste avant que le vrai froid ne s'installe. J'entendais le vent frôler le vieux chêne devant ma fenêtre, et dans la cuisine, la bouilloire a commencé à siffler doucement. J'ai éteint le feu et j'ai versé l'eau chaude sur ma camomille, laissant l'odeur calmer mes nerfs, bien que rien dans mon corps ne se sente calme. La publication était programmée pour 18 heures précises. Je l'avais vérifiée 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi. Les images étaient déjà recadrées, encadrées et légendées. La légende m'avait pris des heures à finaliser. Je ne voulais pas qu'elle sonne amère. Je ne voulais pas gronder. Je voulais qu'elle reflète un poids, une conséquence. Pas un avertissement, mais une réflexion. J'avais écrit « Nous devenons ce que nous publions. Chaque mot, chaque geste, chaque blague que nous faisons en public en dit plus que nous ne le réalisons. Peut-être est-il temps que quelqu'un nous le dise en retour. »
Le compte était à mon nom, Margaret L. Hart. Pas d'initiales, pas de jeu de nom d'utilisateur, pas de cachette. Je n'ai pas identifié Riley. Je n'ai pas utilisé de hashtag. Je ne l'ai dirigé vers personne. Mais je savais exactement à qui il était destiné. Et je savais exactement qui le verrait. Je me suis assise à la table de la salle à manger, l'écran du téléphone sombre, posé devant moi comme une porte fermée. La maison était silencieuse. Pas de télévision, pas de musique, juste le ronronnement du réfrigérateur et le léger craquement du parquet sous mes pantoufles. Dehors, les dernières lueurs du jour glissaient derrière les collines. Je pouvais voir les lumières des porches commencer à vaciller dans la rue. Quelque part, quelqu'un ratissait les feuilles. Quelque part, quelqu'un mettait la table. La vie, indifférente aux conséquences numériques, continuait. Et puis, à 18 heures exactement, la notification s'est allumée sur mon téléphone. Votre publication est maintenant en ligne. Je n'ai pas touché le téléphone. Je l'ai laissé là. J'ai plutôt attrapé mon thé, je l'ai porté à mes lèvres et j'ai pris une lente gorgée. La vapeur s'élevait, réchauffant mes joues. J'ai respiré profondément. J'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. À 18h07, j'ai entendu la première vibration, puis une autre, et une autre. Le téléphone pulsait doucement sur la table, comme un battement de cœur. À 18h12, il vibrait continuellement. Je l'ai attrapé, non pas pour vérifier les commentaires ou les likes, mais pour faire taire les notifications. J'ai coupé le son, j'ai reposé le téléphone sur la table et j'ai croisé les mains sur mes genoux. À 18h17, j'ai reçu un SMS de Dina, la mère de Riley. Juste 2 mots. « C'est quoi ça ?» Je n'ai pas répondu. À 18h23, un autre message. Cette fois, d'un numéro inconnu. Un camarade de classe de Riley, peut-être. Ou un parent. Je ne l'ai pas ouvert. J'avais fait ce que j'avais à faire. Le reste leur appartenait. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre, et j'ai légèrement écarté le rideau. La rue dehors n'avait pas l'air différente d'il y a 1 heure. L'air s'était rafraîchi. Un homme passait en courant, en sweatshirt, des écouteurs dans les oreilles. Un chien a aboyé au loin. Tout avait l'air pareil. Mais je savais que le monde à l'intérieur de leurs écrans avait déjà commencé à changer. À 18h30, le téléphone a commencé à sonner. J'ai reconnu le numéro. Marc, mon fils. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a rappelé. J'ai refusé. La 3e fois, j'ai complètement éteint le téléphone. Non pas par défi, mais par préservation. Il y aurait du temps pour la conversation plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin d'espace. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris une part de la tarte aux pommes que j'avais faite plus tôt, et je me suis rassise à la table. J'ai mangé lentement, sans me presser, savourant la cannelle et le sucre brun, la pâte feuilletée qui fondait juste comme il faut sur ma langue. C'était le genre de dessert que Riley me suppliait de faire quand elle était petite. Le genre qu'elle prétendait maintenant ne pas aimer parce que ce n'était pas assez à la mode. J'ai pensé à son visage quand elle verrait la publication. J'ai imaginé la façon dont ses doigts devaient se figer en plein défilement, la façon dont son estomac s'est retourné quand elle a reconnu ses propres mots, non organisés, non filtrés, la fixant. Elle les avait publiés si négligemment, croyant que personne qui comptait ne les verrait jamais. Mais elle avait oublié que je regardais toujours. Non pas parce que je voulais la surprendre, mais parce que je voulais comprendre. À 19h15, j'ai rallumé le téléphone. 17 appels manqués. Des dizaines de SMS. Mon compte avait doublé de followers. Des inconnus partageaient de la publication.
Certains la louaient. Certains la remettaient en question. Quelques-uns m'ont traité de cruelle. Quelques-uns m'ont remercié. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai publié une deuxième fois. Cette fois, juste des mots sur un fond noir. Parfois, aimer, c'est ne pas détourner le regard. Pas d'image, pas de capture d'écran, juste ça. Puis, je me suis déconnectée. J'ai fermé l'application, j'ai posé le téléphone et je suis allée à ma machine à coudre. J'avais un patchwork que je devais finir depuis des semaines. Mes doigts ont retrouvé leur rythme alors que l'aiguille plongeait et remontait, plongeait et remontait. C'était ancrant, tactile, réel. Pas de pixels, pas de performance, juste du tissu, du fil et du temps. Dehors, les lampadaires se sont allumés en bourdonnant. De l'autre côté de la rue, les voisins étaient assis sur leurs balancelles, emmitouflés dans des vestes, parlant bas sous une couverture. Et quelque part, non loin de moi, une fille était assise dans une pièce, éclairée uniquement par un écran, se voyant pour la première fois à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Le matin, la tempête était arrivée, non pas dans le ciel de Madison, dans le Wisconsin, où le temps restait frais et sec, mais à travers les écrans qui gouvernaient la vie de tout le monde. Il n'y avait pas de tonnerre, pas d'éclair, pas de pluie, juste le bourdonnement silencieux de la fureur numérique. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie fini de verser mon café. Il cliquetait contre le comptoir, insistant et en colère, comme un frelon piégé dans un bocal. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai commencé ma matinée comme d'habitude, lente, régulière, intentionnelle. J'ai plié le torchon, j'ai ouvert les stores du salon. J'ai laissé la lumière pâle se déverser sur le parquet. J'ai nourri le chat. J'ai grillé une tranche de pain et je l'ai tartiné de confiture de pêche. Je me suis assise à la table et je l'ai mangé en silence pendant que le téléphone continuait de vibrer. À 7h42, on a frappé à la porte. Pas le facteur, pas un voisin. C'était Marc. J'ai ouvert la porte et j'ai vu la tension sur son visage avant qu'il ne parle. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi, et j'imaginais que non. Il se tenait les mains serrées dans les poches de sa veste, les épaules raides. Sa mâchoire a bougé une fois, 2 fois, comme s'il essayait de former une phrase et échouait. Il n'a pas haussé la voix, il n'a pas demandé à entrer. Il a simplement dit « Il faut qu'on parle ». Je me suis écartée. Il est passé devant moi dans la cuisine et s'est assis sur la chaise que je venais de quitter. Je lui ai fait du café sans lui demander. Il ne m'a pas remercié. Il m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi je n'étais pas venue le voir d'abord. Pourquoi j'avais embarrassé sa fille. Pourquoi j'avais rendu ça public. J'ai écouté chaque question. J'ai regardé ses mains trembler légèrement, alors qu'il serrait la tasse. J'ai laissé le silence s'étirer longuement entre nous. Puis, je lui ai tout dit. Je lui ai dit ce que j'avais vu, ce que j'avais enregistré, ce que j'avais lu de mes propres yeux, non pas de rumeurs de seconde main ou de suppositions, mais des propres publications de Riley, de ses propres mots, de ses propres performances. Je lui ai dit combien de nuits j'avais passé seule, à la regarder s'effilocher une image à la fois. Je lui ai parlé de la cruauté, de l'imprudence, du danger. Il m'a interrompu, a dit que j'aurais dû venir le voir, a dit que cela aurait dû rester en famille. Mais je lui ai demandé ce que signifie la famille quand personne ne fait attention. Je lui ai demandé quand était la dernière fois qu'il avait regardé au-delà de la surface de la vie de sa fille. Il n'a pas eu de réponse. Il est parti sans finir son café. Je me suis rassise et j'ai fixé la tasse qu'il avait laissée. La vapeur s'en élevait encore,
s'enroulant dans l'air comme quelque chose qui essayait de disparaître. Je ne me sentais pas triomphante. Je sentais le poids du monde peser sur les fenêtres. Plus tard dans la matinée, Dina a appelé. Sa voix était sèche et vive. Elle m'a dit que j'avais dépassé les bornes, que j'avais traumatisé Riley, que je n'avais aucune idée de ce que c'était d'élever une adolescente aujourd'hui. Je l'ai laissée parler. Je n'ai pas discuté. Ça ne servait à rien. Elle n'appelait pas pour comprendre. Elle appelait pour défendre, pour contenir, pour protéger l'image d'une famille déjà fracturée. Après ça, Riley m'a bloqué. Pas seulement sur Instagram, mais partout. Téléphone, email, réseaux sociaux. Mon nom a été effacé de son fil, mes commentaires supprimés. Je suis devenue la méchante d'un récit qu'elle n'a pas écrit, mais qu'elle s'est sentie obligée de terminer. J'ai reçu des messages de personnes que je ne connaissais pas. Certains m'ont félicitée, m'ont traitée de courageuse. On dit qu'ils aimeraient que leurs parents ou grands-parents s'expriment comme je l'avais fait. D'autres m'ont réprimandée. On dit que j'avais trahi la confiance, que j'étais cruelle, calculatrice, vengeresse. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. La publication a continué à se propager. Un blog local l'a reprise. Puis, un groupe de parents. Puis, un professeur de lycée avec qui j'avais travaillé l'a partagée, écrivant quelque chose sur la responsabilité et le silence. L'image était devenue indépendante de mon contrôle. Elle n'était plus à moi, pas vraiment. Elle appartenait au vent. À midi, j'ai désactivé toutes les notifications. J'ai fermé l'application et j'ai mis mon téléphone dans le tiroir près de l'évier. Je suis allée me promener dans le parc de Villas. Le ciel était couvert et les canards se rassemblaient-tu près de l'étang. Je me suis assise sur un banc au bord de l'eau et j'ai regardé le monde exister sans hashtag, sans mise à jour, sans like ni commentaire. C'était un étrange soulagement. J'ai pensé à Riley. Je l'ai imaginé recroquevillé dans sa chambre, les rideaux tirés, le visage pâle et crispé. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je ne voulais pas la briser. Je voulais seulement qu'elle se voie clairement, qu'elle s'arrête assez longtemps pour ressentir ce qu'elle projetait dans le monde, qu'elle arrête de jouer la comédie et commence à réfléchir. Cette nuit-là, personne n'a appelé. Personne n'est venu. La maison était immobile, et je m'y suis déplacée comme quelqu'un qui attend la pluie après un incendie. J'ai réchauffé un bol de soupe, je l'ai mangé debout, au comptoir de la cuisine, et j'ai éteint les lumières tôt. Le calme n'était pas paisible, mais il était honnête. Et l'honnêteté, même quand elle fait des ravages, laisse toujours de la place pour que quelque chose pousse. Les retombées ne sont pas venues toutes d'un coup. Elles sont arrivées lentement, comme le brouillard sur le lac près de chez moi. Au début, il semblait que les choses allaient simplement se calmer, que peut-être après le chaos de la publication, la réaction violente et le silence, tout se dissoudrait dans cette sorte d'oubli engourdi sur lequel les familles s'appuient parfois lorsque la vérité est trop inconfortable. Mais l'oubli est un luxe réservé aux gens qui ne faisaient pas attention au départ. J'avais fait attention trop longtemps pour faire semblant maintenant. C'est le lundi, après Thanksgiving, que j'ai revu Riley. Cela faisait 1 semaine depuis la publication. 1 semaine de silence, d'appels sans réponse, de numéros bloqués et de portes fermées. Marc m'a envoyé un SMS la veille, disant qu'il passerait après l'école. Il n'a pas demandé. Il n'a pas expliqué. Il l'a simplement énoncé comme un bulletin météo. On a frappé à 16h10. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue la première. Riley. Pas de maquillage. Les cheveux tirés en arrière. Les épaules voûtées,
comme si elle avait essayé de disparaître pendant des jours. Ses yeux ne se sont pas levés pour rencontrer les miens. Marc se tenait derrière elle, les mains profondément enfouies dans les poches de sa veste. Il avait l'air d'avoir vieilli d'1 an, depuis la dernière fois que je l'avais vu. Je me suis écartée pour les laisser entrer. Aucun mot n'a été échangé. Riley s'est assise sur le bord du canapé, raide et agitée. Marc se tenait près de la fenêtre. Je me suis assise dans mon fauteuil habituel en face d'eux. Pendant longtemps, personne n'a parlé. L'air de la pièce était chargé d'électricité statique, comme si même les meubles comprenaient le poids de ce qui n'était pas dit. Elle ne s'est pas excusée. Je ne m'y attendais pas. Elle n'a pas pleuré. Mais sa lèvre a tremblé une fois quand elle a essayé de parler et a échoué. Marc s'est éclairci la gorge, a dit quelque chose sur le fait de vouloir aller de l'avant, de mieux se comprendre, sur le besoin de limites. Il a beaucoup utilisé le mot « famille ». Il n'a utilisé le mot « erreur » qu'une seule fois. J'ai écouté. J'ai hoché la tête. J'ai très peu parlé. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que parfois le silence dit ce que les mots ne peuvent pas. Et je voulais que Riley reste assise dans ce silence, qu'elle en ressente la forme. Quand ils sont partis, elle ne m'a pas serré dans ses bras, mais elle m'a regardé, juste 1 seconde. C'était assez. Plus tard cette semaine-là, j'ai rouvert mon téléphone. Je ne m'étais pas connectée à Instagram depuis la nuit de la publication. Je m'attendais à un champ de ruines, des désabonnements, des réactions violentes, du chaos. Mais quelque chose d'autre s'était produit. La publication était toujours là, bien que j'aie archivé les captures d'écran. Ce qui restait, c'était la légende. Un simple carré noir. Les mots « Nous devenons ce que nous publions ». Il y avait des commentaires maintenant, des dizaines, d'inconnus, de connaissances, d'anciens étudiants qui avaient retrouvé le compte d'une manière ou d'une autre. Certains étaient en colère, certains étaient reconnaissants, quelques-uns partageaient leurs propres histoires, sur des filles, des petits-fils, des amis qui s'étaient glissés dans des versions en ligne d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaissaient plus. Certains étaient juste là pour écouter. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. 1 semaine plus tard, Riley m'a débloqué. Pas de message, pas d'explication. Mais je pouvais à nouveau voir ses stories. Quelque chose avait changé. Les images me retenaient différentes maintenant. Moins soignées, plus banales. Une photo de son chat blotti au soleil. Une photo des feuilles d'automne sur les marches de l'école. Une photo floue du plafond de sa chambre avec la légende « Journée lente ». Elle était plus silencieuse, plus petite, mais pas dans le sens de la défaite, dans le sens de l'humain. Ça ressemblait à un commencement. Dina n'a plus jamais repris contact. Je n'étais pas surprise. Elle avait toujours été du genre à confondre confrontation et trahison. Je n'avais aucun ressentiment envers elle. Elle faisait ce qu'elle pensait devoir faire. Nous le faisions tous. Marc appelait de temps en temps. Il me demandait comment j'allais. Disait que ma cuisine lui manquait. Je l'ai invité. Il n'est pas venu. Pas encore. Mais j'ai entendu l'intention dans sa voix. Et parfois, c'est assez pour attendre. Décembre est arrivé tôt cette année-là. La première neige a poudré le sol dès la 2e semaine. J'ai accroché ma vieille couronne d'hiver à la porte et j'ai passé plus de temps à faire de la pâtisserie. J'ai donné la moitié des tartes aux pommes au refuge local et j'ai congelé le reste. J'ai recommencé à écrire, de petits essais, des notes, des fragments de pensée, pour lesquels je n'avais pas fait de place depuis des années. J'ai gardé un carnet à côté de mon lit, je l'ai rempli de souvenirs de mon enfance, de Riley en bas âge,
du procès que j'ai gagné en 1993 et dont personne dans ma famille ne m'a jamais parlé. Je ne savais pas à quoi ressemblerait notre relation à l'avenir. Je ne prétendais pas que les choses redeviendraient comme avant. Elles ne le devraient pas. Mais quelque chose s'ouvrait. Une porte, une fenêtre, un espace entre nous qui n'était ni performance ni punition. Et si jamais elle choisissait d'y entrer, je serais là. Pas en tant que follower, pas en tant que public, pas en tant que vieille femme discrète, en arrière-plan, mais en tant que moi-même. Toujours à regarder, toujours à écouter, toujours à attendre qu'elle se souvienne que je n'ai jamais été invisible. Pas vraiment. Cela faisait presque 2 mois depuis la publication. 2 mois que la tempête avait traversé notre quartier tranquille et avait laissé derrière elle un autre type de silence. Pas le genre froid et évitant auquel nous nous étions si bien habitués, mais autre chose, quelque chose de plus ouvert, de plus vigilant, comme entrer dans une pièce où quelqu'un venait de dire la vérité à voix haute, et maintenant, personne ne savait vraiment quoi faire. Je n'utilisais plus l'ancien compte. Je l'avais laissé en place, mais je n'y publiais plus. Il avait rempli son rôle. Ce compte avait été un miroir, un que j'avais tendu quand personne d'autre ne le voulait. Il ne me semblait plus être le mien. Il appartenait au moment, aux retombées, au règlement de compte. Alors, j'en ai créé un nouveau. Je l'ai créé un matin tranquille, juste après le Nouvel An. Le ciel était exceptionnellement clair pour janvier, et les pins dans le jardin semblaient me graver dans le cristal. J'avais fait ma promenade matinale dans le parc de Buffalo. J'avais respiré l'air durci par le gel. J'avais regardé un faucon tourner au-dessus de la crête du canyon. Quelque chose dans la façon dont il planait sans effort m'a donné l'impression d'être prête à recommencer. Je me suis assise à la table de la cuisine avec ma 2e tasse de café, le téléphone à la main, et j'ai appuyé sur « Créer un nouveau compte ». J'ai de nouveau utilisé mon nom, juste Maggie Hart cette fois. Pas d'initiale du 2e prénom, pas de nom d'utilisateur cryptique. J'ai téléchargé une photo prise la semaine précédente où je me tenais près de la clôture derrière la maison, emmitouflée dans mon manteau en flanelle, souriant sans savoir que quelqu'un me prenait en photo. La biographie était simple. Avocate à la retraite, jardinière amatrice, observatrice à plein temps. Ce compte n'était pas pour Riley. Ce n'était pas pour Marc ou Dina. Ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour exposer quoi que ce soit, ni pour rappeler à quiconque ce qu'ils avaient oublié. C'était pour moi. J'ai commencé lentement. Une photo de mes tulipes qui commençaient à percer la terre dans le pot sur le rebord de la fenêtre. Un gros plan de la miche de pain au levain que j'avais réussi à ne pas brûler. Une vidéo des carillons éoliens sur mon porche pendant un orage. Le son délicat, doux et propre. À ma grande surprise, les gens ont suivi. Pas des centaines, pas des inconnus de reposts viraux, juste des comptes discrets, des femmes dans la 60aine et la 70aine, une bibliothécaire à la retraite de l'Oregon, une infirmière veuve du Minnesota, une femme de Géorgie qui écrivait des poèmes sur ses chiens et crochetait des couvertures pour les unités de soins intensifs néonatales. Elles envoyaient de petits messages, rien de lourd, juste des commentaires qui ressemblaient à de vraies conversations. J'adore cette vue. Ça me rappelle la cuisine de ma grand-mère. Mes jonquilles n'ont pas encore fleuri non plus. C'était une connexion sans performance, une sorte de communauté qui n'exigeait pas la perfection ni ne provoquait l'envie. Juste une poignée de femmes publiant ce qu'elles remarquaient, ce qu'elles aimaient, ce qui leur manquait.
C'était comme découvrir une pièce qui avait toujours existé, mais dans laquelle personne ne m'avait jamais invité. Riley n'avait pas suivi le nouveau conte. Je ne m'y attendais pas. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis cette seule visite. Quelques SMS ici et là. Une carte d'anniversaire par la poste avec « Je t'aime » écrit en lettres droites et nettes. Nous étions encore en train de reconstruire, prudemment, comme empiler des pierres dans un ruisseau peu profond. Chaque moment devait être en équilibre, sinon tout basculerait. Mais j'ai remarqué qu'elle regardait. Elle n'aimait pas les publications. Elle ne commentait pas. Mais parfois, son nom apparaissait dans la liste des vues par de mes stories. Elle regardait mon jardin pousser. Elle regardait la pâte à tarte, que je farinais et pliais. Elle regardait le lever du soleil sur le bord du canyon. Elle regardait, et c'était assez pour l'instant. Le nouveau conte est devenu une sorte de journal. Une façon de me souvenir de qui j'étais quand personne ne me posait de questions. Je partageais parfois des souvenirs, bref, une photo de mon premier badge de tribunal, la mallette en cuir que je n'ai jamais remplacée, un talon de billets d'un concert de Miles Davis en 1977. Je ne les expliquais pas. Je les laissais simplement là, comme des cailloux, le long du chemin. Et puis un après-midi, c'est arrivé. J'avais publié une photo de la bague de ma mère. Une simple alliance en or, avec un grenat serti au centre. Je l'avais portée tous les jours depuis sa mort. La légende disait « Elle m'a appris à parler doucement, tout en étant entendue. » Et Riley a commenté « Juste un mot. » Magnifique. Pas d'emoji, pas de sarcasme. Juste ça. C'est resté là comme une miette de pain. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé. Je lui ai fait savoir que je l'avais vu, que j'avais compris. Quelques jours plus tard, elle a publié une photo du ciel du désert au crépuscule. Sa légende disait « J'essaie de ralentir ». Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu l'impression qu'elle jouait la comédie. J'ai eu l'impression qu'elle le pensait. Je l'ai suivie à nouveau. Elle ne m'a pas suivi en retour. Mais elle ne m'a pas bloqué non plus. Et ça aussi, c'était assez. Parfois, les ponts ne sont pas reconstruits. Parfois, ils sont redirigés, pierre par pierre, moment par moment, par des endroits plus calmes, par de nouveaux contes.